Salutations individus de YouTube, on va commencer cette monumentale lecture de l'autobiographie d'Emma Goldman. Et merci Happy pour le follow. Et on va commencer cette monumentale lecture d'Emma Goldman. Bonsoir, Besoin, c'est ça qui est annoncé et tant attendu depuis peut-être la création de la chaîne. Et puis j'avais cette idée là depuis avant. Salut, oui, bonsoir Antipatriarcam, rebonsoir si j'ose dire. Alors, c'est parti. En fait, le bouquin est tellement lourd que je vais éviter de l'attraper à pleine main. Du coup, vous risquerez d'entendre plus de bruit que d'habitude qui touche la table et tout, en fait. Donc, je suis désolé s'il y a des petits bruits de vibration pas très agréables. Je vais mettre une petite musique d'ambiance. Musique style États-Unis. Belle époque, entre guillemets. Ah, vous avez Sacco et Vanzetti derrière, là, sur l'illustration. Attendez, je vais baisser la musique pour moi. Alors faites-moi des retours son s'il vous plaît. Soyez ma deuxième paire d'oreilles qui permet de voir ce que vous entendez. Moi je sais pas ce que vous entendez, moi je sais ce que j'entends mais je sais pas ce que vous entendez. Bref. Let's go. Baissez encore un petit peu pour moi. Ah ouais non là on entend juste rien du tout. En guise de remerciement. Au fil des ans, et cela depuis les balbutiements de ma vraie vie, on m'avait incité à écrire mes mémoires. Or cette proposition ne m'avait jamais tenté. Je vivais intensément mon existence. Pourquoi la coucher sur papier? Ma réticence venait également de ma conviction d'alors qu'il ne fallait écrire sur sa vie que lorsqu'on avait cessé de se tenir au cœur de la tourmente. Je disais à mes amis, ce n'est qu'une fois atteint l'âge de la sagesse, celui où l'on est capable d'observer avec distance et détachement les tragédies et les comédies de la vie, en particulier de la sienne, que l'on en est en mesure de produire une autobiographie qui mérite d'être lue. Avançant en âge, mais me sentant encore dans la prime adolescence, je ne m'estimais pas capable de me lancer dans une telle entreprise. En outre, je n'eus jamais le loisir d'écrire avec la concentration requise. À l'époque de mon inactivité forcée en Europe, je disposais enfin d'assez de temps pour lire à volonté, entre autres des biographies et des autobiographies. Je découvris à mon grand embarras que l'âge mûr, loin d'apporter sagesse et sérénité, devient bien souvent synonyme de sénilité, d'étroitesse d'esprit et de rancune mesquine. Pour éviter le risque d'une telle calamité, je commençai à considérer sérieusement l'idée de consigner ma vie par écrit. Cette intention me mit cependant devant une grande difficulté, celle du manque de données historiques pour alimenter mon travail. Presque tout le matériel, livres, correspondances, etc., que j'avais accumulé durant les 35 années vécues aux États-Unis avait été confisqué lors des rafles du ministère de la Justice et ne m'avait jamais été restitué. Il ne restait même pas ma collection personnelle de Mother Earth, revue que j'avais publiée pendant 12 ans. Je ne voyais pas comment résoudre ce problème. Étant de nature sceptique, j'avais sous-estimé le pouvoir magique de l'amitié, celle qui avait tant de fois soulevé des montagnes au cours de mon existence. Mes loyaux amis, Leonard D. Abbott, Agnès Inglis, W.S. Van Valkenburg et bien d'autres me firent rapidement regretter mes doutes. Agnès, qui avait fondé la bibliothèque Labadie de Détroit, dépositaire de la plus grande collection de documentation radicale et révolutionnaire des États-Unis, me vint en aide avec son empressement coutumier. Leonard y contribua également. Quant à Van, il passa tout son temps libre à effectuer des recherches pour moi. Pour ce qui concernait les informations du côté européen, je savais que je pouvais me tourner vers les deux meilleurs historiens que comptaient nos rangs, Max Nettlau et Rudolf Rocker. Avec une telle équipe, je n'avais plus à m'inquiéter. Et pourtant, mon esprit n'était pas tranquille, il me manquait des éléments qui me permettraient de recréer l'atmosphère dans laquelle j'avais vécu à certaines périodes. Les événements, petits ou grands, qui m'avaient bouleversé sur le plan émotionnel. Je fus sauvé par l'un de mes vieux défauts, les montagnes de lettres que j'avais écrites. La proposition à m'épancher dans mon courrier m'avait souvent valu les moqueries de mes amis, et notamment de mon vieux camarade Sacha, alias Alexandre Berkman. C'est la vertu qui en général reçoit récompense, mais, dans mon cas, ce fut mon vilain péché qui m'apporta ce dont j'avais le plus besoin, c'est-à-dire la véritable ambiance des jours d'antan. Ben Reitman, Ben Capps, Jacob Margolis, Agnès Inglis, Harry Weinberger, Van, mon admirateur romantique Léon Bass, et des dizaines d'autres amis consentirent de bon cœur à me renvoyer mes lettres. Ma nièce, Stella Ballantine,
avait conservé toutes celles que je lui avais écrites pendant mon incarcération au pénitencier de Missouri. Désolé du spoil. Elle avait gardé ma correspondance russe également, comme l'avait fait ma chère amie, Monsieur M. Eleanor Fitzgerald. Je pus donc rapidement réunir plus de 1000 spécimens de mes effusions épistolaires. J'avoue que la lecture en fut le plus souvent pénible, tant il est vrai que l'on se dévoile dans sa correspondance intime comme nulle part ailleurs. Mais ces écrits me révélèrent d'une valeur estimable pour parvenir à mes fins. Ainsi paraît, en compagnie d'Emily Holmes Coleman, qui devait me servir de secrétaire, je me rendis à Saint-Tropez, un pittoresque village de pêcheurs dans le sud de la France. Demi, comme on l'appelait familièrement, était un esprit des bois au tempérament volcanique, mais elle est également la plus tendre des créatures, totalement dépourvue de duplicité ou de rancœur. Poète avant tout, elle débordait d'imagination et de sensibilité. Malgré sa nature rebelle et anarchiste, le monde de mes idées lui était étranger. Nous nous affrontions furieusement, souvent au point de souhaiter voir l'autre finir dans la baie de Saint-Tropez. Cependant, tout cela s'évanouissait devant son charme, l'intérêt profond qu'elle manifestait pour mon travail et sa compréhension subtile de mes conflits intérieurs. Écrire n'avait jamais été chose facile pour moi, et de surcroît, la tâche à laquelle je m'attelais dépassait la simple écriture. Elle m'obligeait à revivre un passé oublié depuis longtemps et à ressusciter des souvenirs que j'aurais souhaité ne pas déterrer. Elle entraînait des doutes sur mes talents créatifs, des phases de dépression et d'abattement. Pendant toute cette période, Demi tint bon, et grâce à sa confiance et à ses encouragements, elle me réconforta et fut ainsi une source d'inspiration au cours de la première année de cette bataille. J'eus vraiment beaucoup de chance, somme toute, de trouver de nombreux et dévoués amis qui se donnèrent du mal pour faciliter la rédaction de Vivre ma vie. Peggy Guggenheim fut à l'origine de la souscription destinée à me libérer de mes soucis matériels. D'autres amis et camarades en firent autant, puisant sans compter dans leurs ressources financières, pourtant souvent limitées. Myriam Lerner, une jeune amie américaine, se proposa de remplacer Demi lorsque celle-ci dut partir pour l'Angleterre. Dorothy Marsh, Betty Markov et Amy Eichstein se partagèrent la dactylographie de mon manuscrit, travail qu'elles firent par plaisir. Arthur Leonard Ross, le plus aimable et généreux des hommes, me soutint sans ménager ses efforts en tant que conseiller et représentant légal. De telles amitiés pourraient-elles jamais être récompensées? Et Sacha? D'innombrables doutes m'assaillirent lorsque nous commençâmes la révision de mon manuscrit. Je craignais qu'il ne m'en veuille du portrait que j'avais brossé de sa personne. Serait-il suffisamment neutre et objectif, me demandai-je, pour entreprendre ce travail? Il me montra qu'il l'était, à un point étonnant pour que quelqu'un de si intimement impliqué dans mon récit. Pendant 18 mois, Sacha travaillait à mes côtés comme autrefois. Il émit des critiques, bien sûr, mais toujours avec finesse et avec une grande ouverture d'esprit. Ce fut également lui qui proposa le titre « Vivre ma vie ». Ma vie n'aurait pas été celle que j'ai menée sans tous ceux qui y sont entrés, qui y sont restés, les uns longtemps, les autres un court moment, et qui ensuite ont passé leur chemin. Leur amour, autant que leur haine, ont contribué à ce qu'il vaille la peine d'être vécu. Vivre ma vie rend hommage à chacun d'entre eux et leur témoigne ma gratitude. Coleman, Saint-Tropez, janvier 1931.